Bonjour, nous sommes en live pour ce nouveau off, notre rendez-vous hebdomadaire chez Nobi. Et aujourd'hui, on va vous parler du Codev. Alors, le Codev, on va pouvoir voir ce que c'est, puis surtout avoir le mode d'emploi concret. Mais pour donner un petit élément de contexte, on est de plus en plus aujourd'hui dans des dispositifs d'accompagnement, que ce soit de managers, de collaborateurs ou de populations particulières de personnes qu'on va accompagner avec de la formation, mais aussi de plus en plus avec des outils d'intelligence collective. Et on connaît tous et toutes aujourd'hui le modèle du 70-20-10. Donc ce modèle qui nous dit qu'au fond, la formation formelle ne représente que 10% quelque part de nos montées en compétences. On est à 20% dans les échanges entre pairs, à 70% on the job. Et le Codev dont on va parler aujourd'hui, eh bien, travaille principalement sur ces fameux 20% d'échanges entre pairs en s'appuyant sur le 70% qui est la réalité concrète et l'expérience de terrain. Pour nous parler de ce sujet, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'avoir comme invité quelqu'un que vous connaissez déjà, Christophe Peifer, qui est coach certifié et qui pratique depuis de longues années maintenant le Codev et donc qui fait aussi également partie d'une association connue de Codev en France. Il aura l'occasion de nous en parler tout de suite. On retrouve Christophe juste après le générique. Bonjour Christophe. Oui, Xavier. Alors Christophe, effectivement, je te présentais comme coach, donc parmi tes nombreuses casquettes, tu interviens dans le monde de l'entreprise, tu interviens dans le monde médical également, et tu accompagnes également des personnes, donc des particuliers qui viennent te voir en coaching. Et depuis longtemps, le Codev, non seulement c'est une de tes compétences, mais je pense même que c'est une de tes passions. Oui, ben, effectivement, en fait, c'est vraiment une posture que j'aime beaucoup dans cet accompagnement-là, dans cette forme d'accompagnement, parce que ben, bien sûr, le coaching, ça m'a aidé à avoir cette posture, et j'ai remarqué que dans la méthode du co-développement, ben, cette posture, elle avait aussi du sens. Et du coup, c'était quelque chose qui, on le verra dans la présentation, mais qui, pour moi, est vraiment à mi-chemin entre le coaching, du coup, et la formation. Et c'est cette posture-là de pouvoir accompagner, de pouvoir faire émerger des idées qui m'a plu dans cette méthode-là. Et c'est pour ça que je me suis lancé et que je pratique ça depuis pas mal de temps maintenant. Super. Tu fais également partie d'une association en Oui, France c'est sur le l'AFCODEV, Codev. Association française de co-développement, qui promeut justement la méthode dont on va parler aujourd'hui et qui regroupe des différents professionnels de l'accompagnement qui font du co-développement, qui fait aussi parfois des réunions, un peu comme dans beaucoup de fédérations de professionnels, où on continue à se professionnaliser aussi en tant que facilitateur. Super. Et alors, avant de plonger maintenant dans le concret du Codev, ce que c'est, etc., ben, j'en profite pour accueillir les personnes qui nous regardent en live malgré ce vendredi de pont. Et là, on trouve ça très courageux. On veut célébrer que vous soyez là. Et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui vont nous entendre en replay, peut-être voilà, la semaine prochaine ou dans les jours qui suivent. N'hésitez pas en commentaire peut-être à nous partager, vous, quelle est votre pratique du Codev? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous appliquez ou bien que vous découvrez, vous avez entendu parler, vous aimeriez en savoir plus? Quel est votre niveau de connaissance par rapport au Codev? Et évidemment, si vous avez des questions par rapport au Codev, n'hésitez pas également à les poster. Je les relais auprès de Christophe qui y répondra. Alors Christophe, on va sauter maintenant dans la piscine en se posant la question, bah tiens, au fond, le co-développement, c'est quoi? Je vois que c'est une approche d'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, déjà, on parle beaucoup de codev, mais le codev, c'est juste le petit nom, en fait. C'est le nom intime du co-développement professionnel. Donc, pour éviter à chaque fois de dire ce nom qui est long, on le raccourcit et son petit nom, c'est le codev. Et effectivement, on est là, clairement, dans une approche d'intelligence collective. On va voir pourquoi tout au long de la présentation. Et on verra aussi que c'est sur des problématiques professionnelles de terrain. Donc, on est vraiment centré sur quelque chose de l'ordre du concret, du quotidien que vivent les professionnels. Mais avant tout, en fait, je vais vraiment essayer de te montrer l'essence et de montrer aux éditeurs un peu l'essence du co-développement. Si je te pose une question, Xavier, si je te dis, voilà, moi j'ai une pomme, toi tu as une pomme et on échange nos pommes.
Eh ben, Hmm. avec combien de pommes on va partir chacun quand on va partir? On va chacun partir avec une pomme, celle de l'autre. Voilà, on aura Hmm. échangé nos pommes. Ouais. Maintenant, imaginons que j'ai une idée sur Hmm. une situation, que tu as une idée sur cette même situation et qu'on échange nos idées. Hmm. Du coup, on va repartir avec combien d'idées au final? Deux chacune. Exactement, au Hmm. minimum deux. Après, on Ouais, pourra minimum. encore, et plus on est nombreux Hmm. dans ce système-là, plus on repart avec des idées. Et Wow. tu vois, là, on est vraiment de l'essence même du co-développement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur Hmm. un partage, une communication entre différents professionnels sur des idées, sur des Hmm. propositions, on va le voir plus tard, et toujours en lien vis-à-vis d'une situation bien concrète du Hmm. quotidien professionnel. Hmm. Alors, pour vraiment voir un peu, on va poser les bases du co-développement, on va faire une définition. Et cette définition, en fait, je ne l'ai pas inventée, c'est celle des deux fondateurs, qui d'ailleurs se sont bien trouvés hein, avec leur nom. C'est-à-dire, il y en a un qui s'appelle Adrien Payette, l'autre qui s'appelle Claude Champagne. C'est Donc, ça fait festif. Champagne et Payette. Je trouve que en termes d'association, ils se sont vraiment bien trouvés. Euh, Bravo. il y a Adrien Payette, en fait, c'était un professeur de management, enfin ça l'est toujours, professeur de Hmm. management, et Claude Champagne est un consultant d'entreprise. Et du coup, ils ont réuni leurs différentes compétences et ils ont réfléchi à une méthode en s'inspirant aussi d'autres méthodes existantes d'analyse de pratiques professionnelles, etc., pour pouvoir créer le co-développement professionnel. Hmm. Et donc, c'est la définition que je propose, enfin qu'il propose, que le co-développement professionnel, c'est une approche de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leurs pratiques. Hmm. Et la réflexion, qui est effectuée individuellement et en groupe, est favorisée donc par un exercice structuré, c'est ce qui en fait sa particularité, Hmm. de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants. Hmm. Ça, c'est leur définition. Et si je te demande, dans cette définition-là, quels sont les mots qui t'accrochent, toi, les mots Hmm. qui te paraissent Ouais. importants? Il y en a plusieurs, effectivement, apprendre les uns des autres, les unes des autres, ça me C'est ça. paraît super important. Le côté aussi structuré, Oui, en euh, effet. voilà, et le côté vécu. Alors ça, c'est vraiment, si je devais te dire, les trois qui me semblent Oui, structurants. Et alors, il y en a un qui m'étonne, c'est vas-y. par des personnes qui croient pouvoir Oui, apprendre. oui, Donc, c'est intéressant, hein. c'est ça. Parce qu'en fait, il y a quand même une intention au départ. Hmm. Quand il y a des participants qui sont dans un groupe de co-développement, il y a une intention de départ, une sorte de postulat, de présupposé. Et ce présupposé, c'est celle de je sais que je peux apprendre des autres. J'ai cette Hmm. capacité de pouvoir apprendre des autres. Et Hmm. donc, potentiellement, de me remettre en question. Tu Hmm. vois, dans ma pratique Ouais. professionnelle, je peux me remettre en question, je peux me poser des questions, je peux prendre du recul sur mon quotidien professionnel. Et du coup, je sais que les autres qui sont là, mes pairs, peuvent m'apprendre quelque chose. Donc, c'est vrai que au départ, c'est d'avoir cette conviction-là que je peux apprendre des autres. Donc, il y Hmm. a effectivement ça. Ensuite, il y a effectivement l'exercice structuré. Là, on verra, il y aura vraiment une slide spécifique sur qu'est-ce qui se passe pendant une séance de manière concrète et structurée. Et quand on parle de problématiques vécues actuellement, c'est vrai que ce sont des choses, je le rappelle encore maintenant, ce sont des situations vécues dans le quotidien professionnel de la personne. Hmm. D'accord? Ouais. Et c'est pour ça que d'une séance à l'autre, parce que le co-développement, c'est en général des cycles, hein, c'est des cycles Hmm. de plusieurs séances, à chaque début de séance, il y a un recueil des données, un recueil des sujets que les professionnels veulent apporter à cette séance-là. Et après, on Hmm. choisit le sujet qui est traité pour cette séance-là. Hmm. Ce qui est intéressant dans ce que je lis Oui, ici, c'est que effectivement, dans ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment sur la réalité du terrain et pas mm, sur de la théorie, quoi. On n'est pas dans de la oui, formation, on va vraiment c'est ça, travailler sur du concret, quoi. c'est ça, c'est ça. Mhm. Alors, voilà, de manière plus globale, qu'est-ce que c'est un groupe de co-développement? En fait, c'est un espace pour échanger entre pairs, pour prendre de la hauteur, j'en ai un peu parlé, hein, prendre du Mhm. recul sur son quotidien, pour expérimenter aussi, parce que les Mhm. idées que l'on a, on les expérimente auprès de ses pairs. Et Mhm. du coup, on s'enrichit tout en étant en sécurité, parce qu'on le verra aussi à la fin, il y a quand même un cadre de fonctionnement pour que justement les participants puissent s'y sentir bien. C'est donc une méthode aussi de développement professionnel continu. Mhm. C'est-à-dire qu'on est, comme on n'est pas dans la formation
stricto sensu, on est vraiment dans une méthode de développement professionnel. C'est pour ça que je disais qu'on était un peu en cheval entre le coaching et la formation. C'est un mode d'apprentissage qui est innovant, une approche complémentaire donc au coaching et à la formation, et aussi une nouvelle forme de solidarité professionnelle. Souvent, ce qui ressort des séances de co-développement, c'est rien que le fait d'en parler et de partager des préoccupations, des problématiques ou des projets avec ses pairs. Déjà ça, on se sent déjà soutenu par rapport à ce que l'on vit parfois de manière très individuelle dans nos quotidiens. Je vois une méthode de développement professionnel continu. Est-ce que ça veut dire que, comme un peu le coaching, la formation, on a besoin d'un tiers extérieur, formateur ou coach, ou est-ce qu'à un moment, quand on est là dans la solidarité professionnelle, le développement professionnel continu, il y a une forme, on peut rendre des équipes autonomes pour faire du codev entre elles? Alors oui, et en même temps, c'est parce que ça arrive, hein, en même temps, il y a aussi une formation à suivre par rapport au développement. Si tu veux, la facilitation de la séance, il y a des points de vigilance, il y a une écoute particulière à avoir par rapport à ce qui se passe, et surtout par rapport justement aux différents échanges. On verra après, il y a justement une personne bien particulière dans le groupe, ce sera le client du jour. Si tu veux, en tant que facilitateur, il y a quand même des vigilances, des points de focalisation sur lesquels faire attention, en fait, hein, repérer. Et ça, quand c'est pas formé ou c'était pas au fait de tout ça, tu peux laisser passer des choses. Et du coup, après, ça ressemble plus à une sorte de groupe d'entraide. Qui peuvent être bien aussi, hein, attention, mais qui n'est pas vraiment du co-développement. Il y a, si tu veux, cette notion de facilitateur qui ne rentre pas dans le contenu, mais qui est là pour piloter et pour réguler en fait les séances, elle est quand même très importante. Et c'est pour ça que je disais, et en même temps, oui, bien sûr, ça peut se faire. C'est-à-dire que il y a parfois dans les entreprises, des personnes qui se forment au co-développement, qui ne sont pas coachs, qui ne sont pas du milieu de l'accompagnement, mais qui se forment à la méthode pour pouvoir après animer justement et faciliter des groupes de co-développement. Et quand tu as commencé tout à l'heure, tu parlais vraiment aussi de la posture. Hein, donc, il y a la méthode, mais aussi ce que j'incarne et qui je suis, quoi, ma posture. En effet. Et donc, pour illustrer ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de double principe dans les groupes de co-développement. Et de postulat, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir améliorer sa pratique professionnelle tout en contribuant à l'amélioration de celle des autres. Et c'est pour ça que j'ai mis ces deux images qui tournent comme ça, l'une avec l'autre. Hein, c'est un échange, une interrelation entre ces deux postures-là, parce qu'on est et dans une posture d'apprentissage, et pas que quand on est client, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, mais aussi on contribue à l'amélioration de ses pairs par des propositions, des suggestions, une façon de pouvoir traiter justement le sujet qui est posé dans la séance et de pouvoir partager des suggestions par rapport à ça. Alors, qui est concerné en fait? Quelles sont les situations que l'on peut retrouver dans les groupes de co-développement? Donc, au départ, j'avais fait un peu une sorte j'avais répertorié plusieurs styles de postes qui pouvaient être qu'on pouvait retrouver dans le co-développement, mais en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pour ça que j'ai mis cette définition un peu large. En fait, le groupe de co-développement, ça regroupe tout groupe de personnes partageant des problématiques ou des préoccupations ou des projets professionnels qui sont liés par un fil rouge, en fait, qui en font des pairs. Donc là, quand j'ai cette proposition-là, à quoi tu penses comme style? Qui peut être concerné par des groupes de co-développement? J'ai l'impression, comme ça, en entreprise, par rapport déjà aux profils qui sont le plus, qu'on va le plus amener en formation, au coaching, la première image qui vient, c'est des managers entre eux. Et puis alors peut-être des populations vraiment ciblées autour de thématiques précises, hein, ce que tu dis là. Donc, je peux penser à des commerciaux, des formateurs, voilà, donc des gens qui partagent un métier, des missions, des fiches de poste avec des compétences communes et sans doute des problèmes de terrain communs sur lesquels ils peuvent se comprendre. Exactement, c'est exactement ça. Et après, on peut même sortir du champ parce que j'en avais fait aussi des groupes de co-développement auprès des entrepreneurs qui pourtant sont issus
de métiers différents, forcément. Chacun a son entreprise dans différents secteurs. Mais en fait, le fil rouge qui les réunit, c'est l'entrepreneuriat. Avec des préoccupations d'entrepreneurs, avec des problématiques d'entrepreneurs. Et tout ça, du coup, ça en fait que ils partagent la même chose. Et les sujets qui ressortent dans ces groupes-là, ce sont des sujets justement liés à l'entrepreneuriat. Tu vois. Donc, j'ai accompagné aussi des infirmières libérales, par exemple. Là aussi, elles partagent le même quotidien. Tu peux aussi accompagner, j'avais fait ça aussi dans une association pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Tu vois, leur fil rouge, c'est justement la recherche d'emploi. Donc, l'idée, c'est de partager un fil rouge avec des préoccupations, des problématiques, donc, OK, individuelles, mais qui peuvent être partagées par des pairs. Et dans ces groupes-là, on peut mobiliser l'intelligence collective pour que chacun puisse bénéficier, en fait, des apprentissages et des expériences des autres. Ouais, super. Alors, quelles sont les situations qu'on peut rencontrer? Donc, bien sûr, je ne peux pas les citer parce qu'il y en a pléthore, mais en fait, il y a il y a des grands thèmes, en fait. Ça peut être quelque chose qui est centré sur la personne elle-même. Exemple, des problématiques ou des préoccupations liées à la confiance en soi, sur des problématiques décisionnelles, sur du leadership, sur aussi le rôle ou le sens de la mission de la personne. Ça peut être une des situations. Ça peut être aussi centré sur les collaborateurs. Par exemple, par rapport à de l'engagement, à de leur motivation, à comment communiquer. Donc là, on retrouve tu vois, chez les managers, souvent, il y a des thématiques de cet ordre-là qui ressortent. Et ça peut être aussi centré sur les relations qu'ils peuvent avoir, des gestions de conflits ou des positionnements professionnels. Donc là, on retrouve plusieurs situations dont la caractéristique quand même commune, c'est que ce sont des situations humaines. Et après, un autre grand domaine, ce sont des préoccupations, des situations, je veux dire, opérationnelles, sur des conduites de projet, sur de l'accompagnement au changement aussi, de manière globale, ou sur certains dysfonctionnements organisationnels qui peuvent aussi se traiter en co-développement. Donc, c'est deux grandes familles de situations. Alors, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des acteurs, en fait, dans les groupes de co-développement. Il y a des rôles, en fait, qui sont tenus par les différentes personnes qui sont là. En premier, on a le client. On a une des personnes du groupe de co-développement qui, une fois qu'il a choisi son sujet et que c'est son sujet qui a été choisi, automatiquement, il devient le client du jour. On l'appelle comme ça. D'accord? Et en fait, ce client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut y voir plus clair dans sa situation et mieux agir vis-à-vis de celle-là. Et j'en ai un peu déjà parlé depuis le début. Et en fait, on est vraiment lié sur 3 sujets qu'on appelle les 3 P dans le co-développement. Ce sont soit sur des projets, soit sur des préoccupations, soit sur des problèmes. Et en fait, en fonction de ces 3 P, les participants vont choisir une situation qui se rattache à l'un de ces 3 P. Et ça fait partie du coup des présupposés par rapport au facilitateur, mais qui est partagé aussi avec les autres personnes. On va voir comment il s'appelle juste après. C'est que le client du jour, il est autonome, il est expert de son domaine, il est aussi libre de ses actions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un des points de vigilance justement à avoir, c'est que les autres personnes, je spoil pas, tu as vu, je fais attention à ne pas spoiler le prochain. En fait, ils vont pas résoudre la problématique du client à sa place. Tu vois, c'est pour ça qu'ils le laissent, ils ont ce présupposé qu'il est autonome dans sa façon d'agir. Alors, comment on les appelle les autres? Maintenant que j'ai maintenu le suspense. Les autres, en fait, ce sont les consultants. On les appelle les consultants. Une fois que le client a été choisi ou il s'est désigné, automatiquement, les autres deviennent des consultants. C'est l'appellation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, comme je viens de dire, ils ne résolvent pas le problème à la place du client. Par contre, ils l'aident quand même à le résoudre, ce problème qui lui appartient. Ils l'aident à réfléchir en lui posant des questions. Ils peuvent aussi formuler leurs impressions sur ce que le client y vit. Ils font des commentaires, ils partagent des témoignages de leur propre expérience, ils émettent des hypothèses, ils font des suggestions. Et tu vois, tout ça, on va le voir à quel moment dans la séance, à quel moment ça se passe, c'est dans un moment bien précis. Tout ça crée de la matière.
auxquels le client n'aurait pas forcément pensé tant qu'il n'était pas justement en partage avec ses pairs. Mhm. Je projette qu'il y a des règles qu'on va partager aux consultants avant sur Oui, leur posture, ce qu'ils peuvent faire et pas faire. absolument. Ouais. Ouais. Et on va en parler d'ailleurs C'est dans ça, ce que j'allais la... dire. Je suppose qu'on va en parler. Ouais, super. Ouais, 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 ouais. excellent. Mhm. Et donc le dernier acteur, eh bien, c'est le facilitateur. C'est un peu lui le Mhm. pilote en fait. Il pilote le processus, tu vois. Mhm. Il n'est pas tant dans le contenu. Il va pas lui-même participer en tant que, d'autant plus que parfois, on ne connaît pas Mhm. le métier, hein, enfin, Mhm. pas des fois, souvent, on Mhm. ne connaît pas les métiers des personnes qu'on accompagne, et du coup, on n'est pas là en tant que proposition Mhm. ou qu'on fasse des suggestions, mais par contre, Mhm. on pilote le processus et on facilite justement les échanges. Ouais. Donc, on régule les interactions avec le groupe. On est, du coup, tu parlais à l'instant de quelque Mhm. chose, c'est le cadre de fonctionnement. Et en tant que facilitateur, on est garant du cadre aussi. Mhm. Et du coup, on sécurise le groupe en général pour que ça, c'est Mhm. toutes les Les situations où on compétences. se retrouve en groupe. Et Mhm. spécifiquement, quand même, le client du jour. Mhm. Il y a un point d'attention à avoir sur le client du jour. Mhm. Euh, Effectivement, le client qui, lui, va quelque part avoir une prise de risque, il va un peu se montrer vulnérable, il va arriver avec un problème, un défi auquel il n'a pas la solution ou être dans le brouillard. Et donc déjà, cette posture-là, c'est une prise de risque qui mérite effectivement qu'on sécurise et qu'il se sente effectivement en sécurité pour pouvoir déposer tout ça et commencer à travailler sur son sujet, quoi. Et oui, parce que c'est pas Ouais. évident quand tu Non. regardes, c'est pas évident parce que Mhm. déjà c'est le fait, comme tu dis, de montrer une forme de vulnérabilité, parce que Mhm. quand on se retrouve confronté à une situation difficile et de la Mhm. partager avec des pairs, et d'autant plus quand cette situation difficile, elle vient renvoyer des choses à soi aussi en Mhm. tant que professionnel. Admettons les managers, Mhm. ça parle d'eux aussi de cette difficulté que eux ils vivent Mhm. comme ça. Bien Du sûr. coup, de pouvoir le partager auprès des pairs, c'est pas toujours simple. Et ça se Mhm. comprend, hein, c'est humain. Ouais. Ouais. Du coup, la vigilance à avoir sur le cadre de fonctionnement, la confiance qui peut justement être Mhm. favorisée entre les différents acteurs, Mhm. c'est super important, Mhm. justement pour que les choses. D'ailleurs, on le voit au fur et à mesure des séances. Au début, c'est un peu, tu sais, un peu timide. Mhm. Les sujets sont un petit peu en surface et c'est normal, c'est OK. Mais au fur et à mesure des séances, quand justement le groupe est constitué, la Mhm. confiance est établie, on va un Mhm. peu de plus en plus en profondeur. Tu vois, Mhm. les participants, ils ont cette possibilité de s'ouvrir un peu plus aux autres parce que la confiance est déjà là, le lien est déjà créé. Hmm. Et tu vas nous parler de processus et donc Laure nous dit sans doute que ça va être une des premières étapes, hein, aider à définir son besoin et sa problématique, oser est déjà une mission bienveillante que le CODEF peut faciliter. Peut-être déjà de déposer effectivement et de clarifier sa Mm. problématique, de le définir. Ouais. Exactement, exactement. Hmm. Donc, le Ouais. co-développement, c'est un processus. Mhm. Un processus qui se dessine comme ça. En gros, en général, ce sont des groupes de 5 à 8 personnes qui se réunissent hein, donc sur 5 à 8 séances. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et pendant environ 2 à 3 heures. Hmm. Ok, ça, c'est décidé en amont, bien sûr. Alors, déjà, même là, on peut déjà le voir comme ça, c'est que pourquoi 5 à 8 personnes pendant 5 à 8 séances? Parce qu'en en fait, une séance de co-développement, elle est dédiée à un client. Hmm. C'est-à-dire que pendant la durée de la séance, la focalisation et le sujet du client, il est traité du début jusqu'à la fin. Hmm. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de séances qu'il y a de participants. Hmm. Et la notion de 5 à 8, c'est aussi pour la facilité d'interaction justement dans le groupe. Comme on Hmm. vient de dire, il y a quand même une notion de confiance, une notion de responsabilité, il y a du lien aussi à mettre entre les personnes. Et du coup, Hmm. les groupes de 5 à 8, ce sont des groupes idéaux pour pouvoir favoriser ce Hmm. fonctionnement-là. Par rapport au fait qu'on ait une séance par client, hein, Mhm. par participant, quelque chose que j'entends de temps en temps par rapport au CODEF, tu as présenté quelques slides avant les deux sphères, hein, donc je vais travailler sur mon problème, mais je vais Mhm. aussi contribuer à aider quelqu'un à travailler Oui. sur son défi, son problème à lui. Mhm. Est-ce que on ne pourrait pas avoir la perception que
je vais participer en fait à 8 séances. Il y en a une sur laquelle on va travailler sur moi. Je Et comprends. entre guillemets, je pourrais perdre mon temps cette fois sur des sujets qui ne sont pas les miens. Eh bien non. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, Pourquoi? je vais te l'argumenter. Pourquoi? Parce que, comme on disait tout à l'heure, ce sont des pairs. Hmm. Ils partagent la même fil rouge. Et que les problématiques des uns, même si la situation est différente, elle va faire écho à des situations soit déjà vécues, soit potentiellement à vivre pour les autres participants. D'accord? Et donc, même si la situation qui est traitée le jour J avec un des clients et que l'autre, donc, qui se pose cette question, il est consultant, ben, déjà la problématique ou la préoccupation, elle va faire écho avec son quotidien. Mais là où ça devient intéressant, et on va le voir aussi un peu plus tard, c'est que quand il va entendre les propositions, les suggestions, l'apport des autres consultants au client du jour, ben, il peut le prendre aussi pour lui. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dire ah ouais tiens ça c'est vrai que bon il est proposé au client du jour, mais cette proposition c'est vrai que moi-même j'y aurais jamais pensé. Du coup Ouais. je peux la prendre pour moi et je peux l'appliquer dans mon propre quotidien. Complètement. Tu vois? Ouais. Et c'est comme ça qu'il y a une sorte de cercle vertueux Hmm. qui se noue d'une séance à l'autre, parce il y Mhm. a un vrai processus d'apprentissage collectif qui se fait d'une séance sur l'autre, grâce à tous. Tu Hmm. vois, et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'apprentissage qui est en même temps que celle de la situation, de la posture pédagogique. Hmm. Tu Ouais. vois? Et complètement. Donc, c'est effectivement des choses qu'on entend en amont, mais pour Mm, l'avoir vécu effectivement à la fin d'une session, quand on fait les débriefings mm, ou même à la fin de tout le parcours, on a effectivement les retours qu'on a des fois appris autant quand c'était pas son sujet que quand c'était le sien, avec mm. même parfois l'idée que quand je suis moins concerné, j'ai plus de distance, de prise de distance, et je peux des fois apprendre des choses avec moins d'aspects, moins d'implications peut-être émotionnelles ou autres Et oui, et que j'apprends énormément à tous les étages, dans tous mes rôles. Hein. exactement. Et d'ailleurs, tu verras, est-ce que c'est maintenant? Mm. Oui, c'est maintenant. Et tu Mm. verras que la dernière étape de ce processus, c'est justement ça. C'est-à-dire que Mm. cette dernière étape, elle est loin d'être négligeable. Bah, d'ailleurs, on va commencer par celle-là. Mm. C'est-à-dire que tout Ouais. le monde, en fait, décrit les apprentissages qu'il a pu Mm. avoir de la séance. Mm. Tu vois, bien sûr, le client, c'est bien sûr que lui, il a appris des choses, il Mm. a participé à tout ça, mais ça fait partie aussi de cette dernière étape que le tour de table avec tous les autres participants, donc les consultants, hein, qui ont aussi la demande, c'est qu'est-ce que vous avez appris de cette Mm. séance pour vous, pour votre propre quotidien. Mm. Ouais. Donc voilà, ça c'est pas un résumé d'ailleurs, c'est une représentation de comment ça se passe pendant une séance de co-développement. Mm. Ouais. Une séance de co-développement, elle est structurée en 6 étapes. La première étape, c'est la. Alors, il y a une étape zéro que je ne vais pas représenter ici. En fait, c'est le recueil des sujets. C'est-à-dire chaque personne arrive avec un sujet et on les met tous en commun et par un système de vote lié à des critères d'urgence, d'importance, etc. On fait émerger, le collectif hein, fait Mm. émerger un sujet sur lequel ils veulent travailler et donc avec le client qui a proposé ce sujet qui se présente en tant que client. Mm. Donc ça, c'est en gros l'étape zéro. La première étape, c'est que l'un des participants, donc celui qui s'appelle le client, il expose sa situation. Il raconte quel est son vécu, comment tous les paramètres liés à cette situation. Donc, il expose tout ce qu'il a à dire sur la situation qu'il vit en fonction, je rappelle, des 3 P, hein, préoccupation, problématique ou projet. Mm. Et ça, et pendant ce temps-là, les consultants l'écoutent. Et c'est ça qui est super dans cette méthode, c'est que il y a vraiment une notion d'écoute et respectée en fait, parce que chaque étape, elle est favorisée pour permettre, pour éviter que ça parte en cacophonie ou en débat ou des trucs qui pourraient être stériles au final. Mm. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est là, les consultants peuvent prendre la parole et du coup, ils posent des questions au client pour mieux comprendre sa situation, son projet, sa préoccupation, sa problématique. Et ce sont des questions d'éclaircissement. On n'est pas encore dans la résolution ou dans Mm. les suggestions. Hein. Moi, j'aime bien dire, en fait, s'il leur manque un peu de biscuit, quoi.
Tu vois, Mmh. peut-être qu'il y a des éléments, des zones d'ombre, des éléments flous, des choses qu'ils n'ont pas compris aussi par rapport à cette situation. Et du coup, là, on est vraiment dans un questionnement d'éclaircissement pour que chaque consultant puisse avoir le maximum de connaissances sur ce que vit le client. Ce qui est intéressant à cette étape-là, effectivement, c'est que ça permet à chacun de mieux comprendre la situation. Et j'ai l'impression parfois déjà que ça permet aussi au client de structurer sa pensée. Oui, Et des fois, rien que de raconter le problème et oui. de répondre à des questions d'éclaircissement, il peut déjà se passer quelque chose, hein. Absolument. Il Ouais. extériorise déjà, tu vois, donc, par Mmh. rapport à quelque chose qui pouvait être flou Ouais. dans sa tête, hein, de lui avec lui-même, le fait de l'exposer et du coup de Mmh. structurer sa pensée parce qu'il faut qu'il la verbalise, Mmh. effectivement, des fois, ça range les cases. C'est déjà Mmh. une étape, c'est ce qu'il disait un peu Laure tout à l'heure. Déjà, Mmh. ça permet déjà d'éclaircir certaines choses. Mmh. Troisième étape, hyper importante, c'est un peu l'étape charnière hein, dans le processus, c'est de poser, que le client pose en fait un objectif de séance. C'est ce qu'on appelle le contrat de séance. Et ça, c'est en gros, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire, par rapport à cette situation, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande au groupe? Mmh. En quoi le groupe, il peut l'aider, quoi? Il peut lui apporter quelque chose. Mmh. Et donc ça, cet objectif de séance, en tant que facilitateur, on est aussi très vigilant à obtenir une vraie demande et pas une demande cachée ou par exemple le truc très classique, c'est que parfois il y a des clients qui font une demande, mais une demande qui ne dépend pas d'eux, enfin, dont le Mmh. résultat ne dépend pas d'eux, si tu veux. Et ça, c'est la Mmh. base. C'est-à-dire que si tout le groupe part à traiter un sujet qui ne dépend pas du client, Mmh. bah, OK, il va y avoir plein de propositions, mais en gros, on On va va tourner pédaler en dans la rond, hein. semoule, tu vois. Mmh. Ouais. Donc ça, c'est déjà un premier point de vigilance concret hein, Mmh. que je partage, c'est de voir est-ce que la demande dépend Mmh. du client, Ouais. tu vois. Et après, voilà, il y Mmh. a d'autres points de vigilance pour que justement cet objectif soit formulé et compris par tous les autres consultants. Ils se sentent Mmh. engagés aussi. Mmh. Donc ça aussi, les consultants hein, interagissent Mmh. là pour voir si, en fonction de cette demande que le client fait, est-ce qu'ils se sentent Mmh. impliqués, est-ce qu'ils ont compris cette demande, est-ce qu'ils Mmh. sont ouais, engagés dans le fait de pouvoir apporter quelque chose au client. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le questionnement que tu vas faire pour aider le client à définir son objectif, le processus mental continue effectivement d'avancer et mine de rien, on n'a pas encore en apparence commencé le travail de proposition, mais le travail se fait déjà effectivement dans la tête du client. Et Laure nous dit pour la partie d'avant, mais ce qui est vrai aussi à mon avis pour celle-ci, c'est la narration de son projet. On peut dire à la définition des objectifs permet d'exprimer, de structurer sa pensée, de sortir de soi, de ses besoins. Ce processus est déjà aidant pour le client, Exactement. Ouais, c'est hein. tout du Ouais. long. Hein. Tout du long, c'est vachement cool. Ouais. Champagne et paillettes, quand même bien vu, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on passe à le cœur même de la séance, c'est Mhm. la partie consultation. Mhm. Où là, donc, les consultants, ils réagissent à cette fameuse demande, quoi, à cet Mhm. objectif-là. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent leurs impressions, ils proposent des questions réflexives hein, pour amener le Mhm. client à réfléchir. Ils peuvent partager leurs réactions aussi à ce que le client a partagé. Ils font des commentaires, des idées, ils font des suggestions. Donc là, on est vraiment dans une phase de production, tu vois, une production d'idées. Et souvent, ce qui est vachement intéressant, j'ai remarqué ça comme une sorte de truc récurrent dans les groupes, c'est que les trois premières étapes, j'ai l'impression que tu sais, les consultants, ils commencent à monter un peu en stimulation, quoi. Ils sont excités. Et des fois, dans la phase 2 ou la phase 3, il commence à y avoir déjà des propositions. Et là, on freine, en tant que facilitateur, on freine en disant attendez, attendez, gardez ça Mhm. au chaud parce que ça va venir. Il y a une phase vraiment pour ça. Mhm. Donc, quand la phase de consultation arrive, là, en gros, les consultants, ils peuvent se lâcher avec toujours la vigilance que le client, lui, il a, en gros, il note les suggestions et du coup, c'est de ne pas le submerger, quoi. C'est de rester suffisamment bienveillant et tranquille avec lui pour éviter de se laisser submerger. Et donc, on a Mhm. un petit truc en tant que facilitateur, on dit le respect du stylo. C'est-à-dire que tant qu'un consultant voit le client en train d'écrire, ben voilà, on Mhm. le laisse finir, quoi. On le laisse finir d'écrire et après on fait sa proposition, sa suggestion, Mhm. pour qu'on partage son idée, etc.
Et donc là, on est vraiment dans une phase de production. Et ah oui, un truc important dans cette phase-là, et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette méthode, c'est que du coup, étant donné, c'est un peu le sens de la petite icône que j'ai mis, c'est que il y a aussi des principes de base, c'est que tous les consultants sont là pour le client du jour. Et donc, les idées qu'ils proposent sont orientées vers le client. Si tu veux, il n'y a pas de débat d'idées dans cette méthode-là. Les consultants peuvent proposer des idées qui sont parfois complètement antagonistes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, parce que le dernier décisionnaire de tout ça, ça sera le client. C'est lui qui fait sa sauce, c'est lui qui fait dans la phase d'après d'ailleurs, hein, qui fera sa propre synthèse avec toutes les idées qu'il aura obtenues. Et donc, comme tu le sais mieux que personne, la créativité, ça dépend justement de plus on est divergent sur quelque chose, plus on peut être créatif. Donc ça, c'est assez important de noter qu'on n'est pas dans un débat d'idées, on n'est pas dans de l'argumentation pour convaincre l'autre, on est juste dans de la proposition en fonction de ce qu'on comprend de la situation et de ses propres expériences. Et on peut effectivement avoir une petite prise de risque parce qu'au final, c'est quand même le client qui va faire son marché dans les idées et qui va repartir avec ce qu'il aura choisi lui-même. Donc, on a la liberté de proposer et voilà, ça n'enferme personne. Exactement, vraiment. Et donc, la phase d'après, donc une fois que la consultation est faite, ben en fait, le client, il fait sa propre synthèse. C'est un peu ce qu'on est en train de voir. En fonction des idées qu'il a recueillies, eh ben, il fait sa propre synthèse et il commence même à élaborer un plan d'action. Parce qu'il ne faut pas oublier que le co-développement, c'est quand même quelque chose qui est lié de manière très factuelle à des situations concrètes du quotidien. Du coup, il peut déjà se projeter dans un plan d'action qu'il va pouvoir mettre en place à la sortie presque de la séance. Et quand il va retourner sur son terrain, il va commencer à pouvoir mettre en place des actions concrètes. Et c'est à ce moment-là qu'il peut les partager. Et donc, comme on dit, on boucle la boucle, hein, la dernière étape, il n'est pas des moindres, hein, c'est vraiment le fait que le client, bien sûr, et les consultants, ils décrivent leurs apprentissages. Là, on fait un peu une sorte de position méta, si tu veux. C'est-à-dire qu'on se déconnecte un petit peu du sujet de la séance et on propose, enfin, on partage ce qui s'est passé pendant la séance peut être une source d'apprentissage pour chacun dans son quotidien professionnel. Et aussi, on partage aussi comment s'est passé le processus lui-même, du coup, pour améliorer le processus la prochaine fois. Donc là, c'est pour ça que je dis on est un peu en position méta, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant la séance, les choses qui ont été marquantes, les tournants, les points de friction ou des choses qui ont été un peu plus difficiles. Et du coup, tout ça, on le régule en fait en fin de séance. Donc on s'est un peu attardé là sur cette slide, mais c'est parce que on est vraiment là sur le cœur du codev. C'était la promesse de ce off, c'était le mode d'emploi du codev, et là c'est ce mode d'emploi en 6 étapes, le cœur du sujet. Et donc en fait, une séance, comme tu sais tout à l'heure, on l'avait vu là dans cette slide-là, elle s'inscrit dans plusieurs séances. Et en fait, cette séance, elle s'inscrit dans un sort de cycle, le cycle du codev, le cycle du co-développement. Et ce cycle, ça forme une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'avec différents temps, tu vois, le temps 0, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, la préparation des sujets en amont. Le temps 1, c'est la fameuse séance en question, les 6 étapes qu'on vient de voir. Mais après cette séance, il y a quelque chose qui se passe. C'est le temps 2. C'est-à-dire que le temps 2, c'est que le client et aussi les consultants, d'ailleurs, ils exploitent leurs propres apprentissages sur leur terrain. Ce qui fait que ça donne là encore de la matière. Ça donne des sujets. Et ces sujets-là, ils arrivent au temps 3, c'est-à-dire au début de la séance d'après, où, en gros, le démarrage d'une séance plus 1, la séance d'après, c'est les retours d'expérience du client, voire des consultants, sur le temps passé entre les deux séances. Et là encore, on obtient des nouveaux apprentissages. Tu vois, qui est le temps 4, les nouveaux apprentissages issus du feedback du client et de tous les consultants. Et hop, on redémarre avec un temps 0, de nouveaux recueils de sujets et on repart sur une séance.
Et c'est là où il y a une maturation en fait qui se fait de l'équipe, enfin du groupe, qui se fait d'une séance à l'autre. Alors, tout ça, il y a quand même des règles pour pouvoir, pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Il y a des règles du jeu. Et ces règles du jeu sont les suivantes. Alors, il y en a bien d'autres, hein, mais c'est celles qui sont couramment employées. On le rappelle toujours, c'est l'autonomie du client. On ne résout pas la problématique du client à sa place. Il y a bien sûr la bienveillance du groupe. Ça fait partie du cadre de fonctionnement de base. De la confidentialité, ça aussi, c'est un élément hyper important. Et c'est comme ça aussi qu'on crée de la confiance entre les membres du groupe. C'est-à-dire que tout ce qui va être exposé, partagé dans ce groupe-là, reste absolument dans ce groupe-là. Il n'y a pas de compte rendu sur le contenu. Il y a tout ce qui se dit dans les séances reste au sein des séances. Il y a aussi, bien sûr, une liberté d'implication. Il se peut que il y a un des membres qui, ce jour-là, n'est pas suffisamment disponible pour pouvoir s'impliquer à 100%, eh ben, c'est OK aussi. Le fameux parler vrai, c'est-à-dire que ça aussi, ce genre de groupe et le contexte dans lequel ça se passe, ça favorise aussi l'authenticité des échanges. Tu vois? Et comme tu disais tout à l'heure, de prendre des risques, c'est OK parce que, justement, il y a cette forme de confiance qui se crée. Et enfin, on a les limites de l'exploration chez le client. C'est-à-dire que parfois, c'est OK aussi, on peut avoir tendance à explorer de manière un peu plus intime ce que le client partage. Ben, l'idée, c'est de voir aussi qu'il lui-même peut poser des limites en disant non, ben là, sur ce sujet-là, je souhaite pas y aller parce que c'est trop intime ou voilà, c'est trop chargé émotionnellement et c'est OK, on fait autre chose. C'est pour ça que la notion de facilitateur et d'être à l'écoute de ce qui se passe pour le client et pour le groupe, c'est quand même super important. On peut pas faire ça sans cadre, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Ouais. Et il y a aussi des conditions de réussite pour que justement un groupe de co-développement fonctionne et puisse gagner en maturité et en compétences et en mieux-être professionnel du coup sur leur terrain. Il y a plusieurs marches en fait à gravir. Il y a aussi ça commence par la participation volontaire. En général, les personnes qui sont des groupes de co-développement sont plutôt volontaires pour y participer. Quand c'est quelque chose de prescrit ou les personnes sont obligées d'être là, déjà ça part un peu avec pas un handicap, mais avec une difficulté, une difficulté de base. Le groupe stable, ça c'est groupe stable, ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui sont au départ jusqu'à l'arrivée. Pourquoi? Pour la fameuse confiance dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est plus facile de s'exprimer avec des personnes que l'on connaît d'une fois à l'autre, plutôt que si à chaque fois c'est l'auberge espagnole et qu'on a des nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe. C'est pas la même chose. Tu vois, le niveau de confiance, il sera différent. La fameuse régularité des rencontres aussi. C'est-à-dire que sur les X séances, entre 5 et 8, qui se font, l'idée, c'est de pouvoir participer à toutes les séances aussi. Si tu viens à une, mais tu viens pas pendant 2 séances, tu reviens à la 3e, etc., tu perds un peu cette dynamique de groupe. Ça rejoint l'assiduité des membres et la fameuse qualité relationnelle qui est à favoriser. OK? Ouais. Et donc, pour finir, les avantages et les bénéfices en fait du codev, on en a un peu parlé tout au long de la présentation, mais l'un des principaux avantages que je vois là, c'est que en fait les participants sont acteurs tout de suite. On va rapidement dans le concret. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas dans les théories, dans quelque chose de généralisé, etc. On est vraiment dans le terrain. On est acteur tout de suite. On résout. On est dans un éclairage de situation concrète de la situation que la personne a vit. On est donc en contact direct avec la pratique professionnelle. On fait de l'apprentissage action. On mobilise les ressources de chacun, c'est-à-dire que chaque consultant qui est là, il mobilise ses ressources pour communiquer au mieux ses propositions aux clients. Et comme je disais tout à l'heure, on encourage aussi la divergence parce qu'on n'est pas là pour le débat d'idées, on est vraiment là pour
pour le client et pour lui créer quelque chose de nouveau. Et donc, tout ça, ça facilite les choses parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Étant donné que tout le monde s'exprime comme il l'entend et qu'on ne rentre pas dans un débat, ben, il n'y a pas de rapport de force, puisque on est tous là pour le client du jour. On sort de la pensée normative, hein, il n'y a pas de ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire. Tout est possible. Et on rompt du coup avec l'isolement que parfois, ben, justement, les professionnels peuvent connaître dans leur quotidien professionnel. Par rapport à tous ces avantages et bénéfices, donc le Codev existe depuis longtemps. On sait tous maintenant, hein, la crise sanitaire nous a obligés à vivre beaucoup d'expériences à distance. Est-ce que tu vois des différences entre des Codev qui sont physiquement là autour d'une table ou bien le Codev à distance? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers, des points de vigilance ou bien c'est exactement la même chose? C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, alors pour avoir pratiqué les deux, je peux pas dire que ce soit la même chose. Il y a effectivement plus de vigilance, à mon sens, sur tout ce qui est relation et interrelation et échange, interaction. C'est ça le mot que j'ai cherché. Interaction quand on est à distance. Parce que rien que par l'outil, hein, c'est-à-dire que soit quand on est en visio, soit parfois, j'en ai même fait des co-développements où il n'y a que l'audio, du coup, qui est là. Du coup, ça demande quand même une vigilance supplémentaire sur qu'est-ce que la personne dit, comment la personne, elle peut laisser parler. Et du coup, tu sais, le fameux respect du stylo, là, on le voit pas trop. Donc là, c'est quand même à ce niveau-là que c'est important à être vigilant. Alors moi, je suis toujours plutôt comment dire, favorable au présentiel dans ce type d'accompagnement, parce qu'il y a tout le non-verbal aussi qui est favorisé. Justement, les consultants peuvent observer comment le client, comment il réagit quand il raconte son sujet. Il y a quand même cette dynamique de groupe qui se fait de manière différente. Après, là où le distanciel peut justement aussi être favorable, c'est que comme on est sur des problématiques de terrain, on parle de contenu, on parle de choses très, très concrètes. Et ça, qu'on le fasse en présentiel ou en distanciel, c'est OK, parce que le niveau de compréhension, on l'a aussi en visio, c'est OK. Et un autre truc qui n'a rien à voir au Codev, mais qui est plus de l'ordre de l'habitude qu'on en a, c'est que peut-être au départ, c'est pas très confortable d'être en visio, mais maintenant, comme tu le dis, depuis 1 an et des poussières, qu'on fait quasiment tout ça sur plein de sujets différents, que ce soit des formations, que ce soit justement du co-développement, que ce soit des webinaires, etc. On a quand même, notre cerveau il commence à s'habituer en fait à cet outil, et donc notre interaction avec les autres au travers de l'écran, on commence quelque part à développer aussi des nouvelles compétences. Donc ça. Et d'ailleurs, pour des questions parfois aussi géographiques, hein, toi tu fais du Codev à distance bien avant le confinement et la crise sanitaire. Je pense à un projet dont on va parler juste après chez Covea pour des primo-managers. Ça se faisait déjà à distance de manière un peu adaptée. Il y a également, effectivement, on va peut-être y revenir juste après, mais des petites adaptations à faire sur l'organisation logistique, hein, les temps, etc. à distance. On le fait un peu différemment. Tout à fait. Oui. Oui, c'est vrai que rien que sur le temps, effectivement, les séances de Codev à distance sont plus sur un format de 2 heures. Et alors en présentiel aussi, hein, ça s'est fait sur 2 heures, mais en présentiel, tu peux plus facilement te permettre de faire un Codev de 3 heures parce que c'est plus simple, quoi. Tu peux faire une pause, c'est pas la même charge mentale, quoi, au niveau de l'attention, tu vois, c'est pas la même chose. Ouais, complètement. Je te rends le slide avec les bénéfices. Oui, en fait, on est arrivé là à la fin. Si tu as des questions ou s'il y a des questions qui sont avec les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est le bienvenu. Ouais.
Ah, moi, j'avais une question, mais c'était de te proposer de nous raconter le projet Covea. Là, je projette Mm. l'écran. Donc là, c'est moi qui partage mon écran sur le site de No avec nos méthodes. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ben, il y a différentes méthodes, hein. Tu nous avais déjà fait un beau off sur la méthode Lego Serious Play, etc. Mm. Voilà, ici, on est dans l'onglet Codev dans lequel on va retrouver certains éléments sur la méthode, hein, les thématiques, les étapes dont tu as parlé, les bénéfices. Et un exemple, effectivement, ici chez Covea, donc il y a un projet intéressant parce que donc là, on est sur du développement de compétences, hein, d'onboarding, d'intégration de nouveaux managers avec une partie présentielle où ils vont tous se retrouver. Il y a un aspect vraiment ludopédagogique, hein. C'est un dispositif qui a gagné d'ailleurs un prix, un trophée de digital learning en 2019 dans la catégorie modalité et blended learning. Et donc, après ces moments collectifs, il y a des moments individuels où chacun va suivre des formations en ligne et puis on anime des sessions de codev. Donc là, en petit groupe, hein, tu parlais effectivement du même groupe qui doit suivre tout le Mm. déroulé pendant tout le processus. Et donc, on anime ces sessions de codev et déjà bien avant, depuis plusieurs années, avant le confinement Oui. qui se faisait à distance. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un peu, toi, ton retour d'expérience, tout en restant bien sûr dans la confidentialité, mais sur Ouais. voilà, ce format, ce que tu peux nous en partager? Oui, ben, et du coup, ce format rejoint certains des points qu'on a abordés aujourd'hui, notamment sur celle de la confiance. Hmm. C'est-à-dire que, étant donné que ces séances de co-développement, elles s'inscrivaient dans leur parcours de Hmm. manager, bah, du coup, ils se connaissaient déjà de visu. Ils avaient déjà Hmm. participé à des sessions, hein, de formation, de montée en compétences. Du coup, ils se connaissaient déjà de visu, en présentiel, et le fait de se retrouver comme ça en distanciel, ben, ça leur faisait vachement plaisir en fait. Déjà dès le démarrage, il y avait Hmm. ce lien qui était créé et le fait de bénéficier de cet espace. Parce que je rappelle, le débarrage, c'est un espace, Hmm. le groupe de co-développement, de bénéficier de cet espace dans lequel ils vont pouvoir partager leur sujet de Hmm. préoccupation. Bah, du Hmm. coup, pour eux, c'était vraiment une ponctuation dans leur parcours qui qualifiait comment dire, de ressourçante. Hmm. Tu vois, ils trouvaient ça comme quelque chose de ressourçant parce que bah, déjà, ils se retrouvaient entre eux, parce qu'ils Hmm. partageaient des choses qui n'étaient pas toujours simples. Hein, Hmm. quand on parlait de préoccupations, de problématiques, c'est pas toujours très Hmm. simple. Mais du coup, ils arrivaient à le faire de manière fluide parce qu'il y avait déjà cette notion de confiance et de relation qui était créée. Tu vois. Hmm. Super. Et le défi, alors c'est plus le défi pour le facilitateur, c'était que et on faisait ça sur Skype entreprise, je crois. Hmm. Et c'est vrai que par rapport bah, aux connexions, au débit, etc., souvent ils mettaient les caméras en éteinte, enfin Hmm. non actives. Donc à part parfois le client qui se montrait, celui qui était le client Hmm. qui se montrait. Mais du coup là, j'avais que l'audio. Tu Hmm. vois. Donc là, c'est vrai que pour faciliter avec l'audio, ben, voilà, il y a des points de vigilance à avoir. Faut bien connaître les prénoms de chacun pour Hmm. pouvoir interagir. Aussi, un autre point de vigilance par rapport à ça, c'est que des fois, quand tu es, tu sais, à distance, c'est que parfois, quand quelqu'un ne s'exprime pas, ben, du coup, et en plus qu'il a la caméra éteinte, il y a vite fait de pouvoir l'oublier, tu vois. Hmm. C'est vraiment faire attention que quand les consultants sont en proposition, bah, c'est qu'en tant que facilitateur, c'est de demander, même à ceux qui ne s'expriment pas ou pas trop, est-ce qu'il y a une proposition? Donc vraiment de faire circuler la parole, quoi. Ça, c'est Hmm. quelque chose aussi à. Mais voilà, c'est vraiment cette expérience, elle était vraiment très riche. Hmm. Et aussi ce qu'on faisait par rapport au fait que le groupe montait en maturité au fur et à mesure des séances, euh, Hmm. bah, c'est que même sur 2 heures, on parvenait parfois à traiter 2 situations. Hmm. Tu vois. Donc, parce que voilà, le processus, ils le connaissent au bout d'un moment. Ils savent aussi quelque part s'auto-réguler. À un moment donné, la régulation, elle devient Certain. plus simple parce qu'ils savent s'auto-réguler. Et du Hmm. coup, on arrive à avancer un poil plus vite de manière à pouvoir traiter au moins, enfin, pas au moins, au mieux 2 situations dans une séance. Hmm.
On arrive tout doucement à Ah oui, l'atterrissage maintenant oui. de notre live. Et donc, si tu devais donner un conseil à une organisation qui souhaiterait mettre en place du codev pour une partie de ses collaborateurs ou des managers, voilà, donc l'idée est là, on aimerait bien le faire, l'inclure dans un dispositif. Quel serait un peu le ou les conseils que tu donnerais là spontanément à des personnes qui démarraient un projet de codev? Ouais. Ben, en fait, c'est la notion de rentabilité. Hmm. C'est-à-dire que souvent, dans ces styles d'accompagnement, que ce soit le coaching, le codev ou d'autres formats, souvent, et c'est aussi normal, on pense à la question de la rentabilité. Est-ce que ce truc-là va être rentable pour mon entreprise, etc. Et Hmm. alors, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais disons que cette notion de rentabilité, elle se fait justement parce que les managers, ils Hmm. s'occupent à améliorer leur quotidien professionnel. Et du coup, Hmm. par un effet de ruissellement, si leur quotidien professionnel en tant que manager, il est amélioré, ça va aussi se ressentir sur les équipes. Bien Et sûr. du coup, le fonctionnement global de l'entreprise, étant donné que Mhm. les managers sont souvent répartis sur différents silos, Mhm. forcément, le fonctionnement global de l'entreprise va aussi s'améliorer. Donc Mhm. l'idée, c'est pas de penser sur ce dispositif-là Mhm. déconnecté de tout le reste, tu vois, mais c'est de penser ce dispositif-là de co-développement dans une globalité Mhm. d'amélioration et de montée en maturité, que ce soit des équipes, des Mhm. managers et de l'entreprise en général. Mhm. Ouais, excellent. Et c'est vrai que de le penser en termes de retour sur investissement, en fait, l'investissement est assez léger hein, par rapport à un retour qui peut Ouais, être non seulement visible rapidement, mais aussi très pérenne dans le temps, avec des choses c'est qui ça, vont, des bonnes pratiques, des bonnes habitudes qui vont se mettre en place. En c'est ça. plus de en termes de culture d'entreprise, d'entreprise apprenante, de faire rentrer dans quelque part l'ADN de l'organisation que l'entraide, l'apprentissage entre pairs, etc., est une manière de développer mes compétences et pas uniquement par de la formation, etc. Absolument. Et tu vois, voilà, Mm. si on se place sur un autre angle, ce processus est un processus autoréflexif. Mm. C'est-à-dire que on réfléchit à comment on est en train de travailler. Et du coup, on sort la tête du guidon. Et Ouais. quand on sort la tête du guidon, ben, parfois on voit des trucs qui pourraient mieux fonctionner et qui, au final, donnent plus de déficience en fait Mm. au quotidien professionnel des équipes et des managers. Donc, on est vraiment dans un processus autoréflexif qui peut être partagé entre pairs et qui, après, ben, justement, favorise et participe à l'amélioration globale de l'entreprise. Donc oui, Mm. à plein de niveaux, c'est quelque chose qui peut améliorer la qualité de vie au travail pour les Mm. entreprises. Super. Mm. Merci beaucoup, Christophe. Comme d'habitude, c'était passionnant. J'ai Ouais, beaucoup aimé tout ce que tu nous as partagé, le fruit de ton expérience, avec cet aspect à la fois, ben, ce que tu viens de faire, prendre de la hauteur et voir les choses avec une vision la plus large possible, tout en étant hyper concret, hein, en nous proposant de parcourir les 6 étapes de manière précise, avec des clés de succès, le cadre, etc. Donc, merci pour ce partage extrêmement riche. Alors, nous, on va se retrouver pour notre prochain off la semaine prochaine avec un nouveau projet. Donc, on va cette fois-ci découvrir un projet qui a été réalisé maintenant il y a quelques temps à destination des métiers d'aide ménagère. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vous parler de ce projet? C'est parce qu'en fait, c'est un projet extrêmement riche dans lequel on s'est dit, bah, tiens, comment toucher un public précis hein, dans un métier particulier à l'aide d'approches multimodales différentes, ludiques. Hein, vous commencez à nous connaître et donc dans lesquelles on va découvrir un projet dans lequel il y a une immersion à travers un jeu, il y a une web série dans lesquelles on va suivre les aventures d'une aide ménagère et on a des modules de formation qui sont utilisés sur mobile mais qui sont utilisés aussi en classe. Et vous allez voir que derrière ce projet sur lequel on pourrait effectivement extrapoler sur plein d'autres thématiques et d'autres publics, il y a vraiment cette idée d'utiliser le meilleur média pour le meilleur objectif pédagogique quand on a plusieurs objectifs à atteindre, comme ici de la montée en compétences, mais aussi de la valorisation d'un métier où parfois on peut avoir des idées reçues qui sont pas exactes par rapport à ce métier. Donc voilà, comment on va pouvoir travailler sur ces différents objectifs et donc
nous aurons la chance la semaine prochaine d'avoir Isabelle, la personne qui a porté Sabine, qui a porté ce projet en interne chez FormTX et qui va nous en parler et qui va un peu nous montrer aussi les coulisses de ce projet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout ça. Vous pouvez évidemment découvrir aussi le programme de nos off, de nos prochains off sur no.be/off. Merci de nous avoir suivis cette semaine et merci à toi Christophe pour tes précieux partages et on se retrouve certainement prochainement pour un autre off. Et donc Patrick qui nous suit de Barcelone. Coucou Patrick. Et alors d'habitude, Christophe, quand je te parle, donc souvent je suis au nord et toi tu es au sud, mais là il se fait que je suis encore au sud de chez toi, sur une île en Méditerranée, et je suis pas très loin de chez Patrick qui lui est à Barcelone. C'est la magie du travail nomade et des nouveaux moyens de communication qui nous permettent d'être en lien, à proximité, tout en étant dans des endroits très variés. Mais le point commun entre Patrick, toi et moi, c'est qu'on est tous au bord de la Méditerranée, au soleil. Voilà, super. Voilà, excellent. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous évidemment pour tous nos prochains offs. Vous pouvez également retrouver cette session-ci en replay sur la chaîne YouTube de no.be. Et donc, si vous voulez retrouver notre chaîne YouTube, c'est no.be/YouTube tout simplement et vous aurez accès à tous les replays, dont déjà plusieurs replays avec Christophe. Et on se rappelle, je pense qu'on est au 25e, 26e, 27e épisode, je ne sais plus, mais on approche de ça. Et Christophe, tu avais été déjà dans le premier épisode, le numéro 1. Ah oui. Et oui, tout à fait. On avait parlé du stress en confinement. Super. Merci à toutes et à tous. Et déjà, un très beau week-end et à bientôt. Que vous soyez au soleil comme nous ou dans des endroits moins ensoleillés. Bonne fin de semaine et bon week-end à tous. Ciao, ciao. Au revoir.